Saltimbanque, artiste, chanteur, battleur, passeur et chef de troupe, mais aussi fort en gueule, travailleur, énergique, énergisant, attachant, autant de mots pour définir un homme qui s'est rêvé médecin, potier, cinéaste avant de découvrir que sa tête chantait et livrait au patrimoine musical français des chansons inoubliables. Une vie dense, faite de scènes, de musique, d'amour, d'amitié, de rire et d'une larme qui a ému toute la France. J'ai tendance à penser que le hasard est la danseuse de Dieu. Lui ne croit pas en Dieu, mais a su tout au long de sa vie provoquer le hasard et saisir la chance au bon. C'est de cette vie qu'il s'agit, de ce visage, celui de Michel Fugain. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Moi très très bien. En général, c'est moi qui pose la question à mon invité. Comment allez-vous, Michel Fugain? Je vais très très bien. Oui, c'est une réponse banale, mais je vais bien, oui, je vais très bien. C'est même surprenant. Je me surprends moi-même. Ça me fait philosopher de temps en temps. C'est-à-dire que vous pensez C'est-à-dire pas après un gros parpaing. Alors le parpaing, c'est la disparition de votre fille Laurette à 22 ans. C'est ça. Après un gros parpaing dans sa vie, après être mort, presque une mort clinique, je suis étonné moi-même de la gourmandise que je peux éprouver après ça. D'avoir retrouvé de l'appétit finalement. Ou plus que ça, c'est comme je crois ne l'avoir jamais éprouvé. C'est très étrange. C'est une disparition sévère, gravissime, assassine, fait que quand on met la tête hors de l'eau, c'est terrible. On est imbattable. Alors je pensais pas qu'on allait démarrer l'émission au bout de 49 secondes si fort en parlant tout de suite de Laurette, mais en même temps c'est important. C'est vrai que je disais comment j'allais, bah oui. Il fallait que je vous le dise. C'est vrai qu'on a tous été émus et plus qu'émus lors de sa disparition. On avait reçu dans VIP Stéphanie qui nous avait parlé du combat qu'elle menait avec l'association Laurette Fugain. Voilà. Vous avez écrit un livre qui date de l'année dernière, c'est ça? Il est sorti en septembre, oui. Voilà, Michel Fugain, Des rires et une larme, c'est chez Michel Lafon, qui retrace en fait votre parcours, mais alors depuis tout petit, jusqu'à après la disparition de Laurette, finalement toute une vie, 60 et quelques années d'une vie dans laquelle on découvre également, oui, beaucoup de rire, on va en parler, cette larme, on va en parler aussi. Et finalement, quand on referme le livre, on a dû déjà vous le dire, mais tant pis, quand on referme le livre, on a découvert un Michel Fugain qu'on connaît, évidemment, le Michel Fugain du Big Bazar, des chansons qui sont inscrites au patrimoine de la chanson française, le Michel Fugain un peu fête, et puis on découvre finalement aussi quelqu'un d'autre, un autre visage peut-être plus sombre, enfin... On est forcément double, hein, un petit peu. Une autre facette de vous. Plus sombre, je suis pas sûr. Plus normal. Plus normal. Mais ma normalité, elle passe aussi par le... Les gens appellent ça la fête ou le sens de la fête. Je suis pas un fêtard, j'ai jamais été un fêtard. Fugain la fête, au bout d'un moment, ça vous a un petit peu énervé, hein, l'image. Mais j'en ris, quoi. Mais c'était vrai à une époque, quand même. Le Big Bazar, c'était quand même l'esprit de la troupe, de la fête. Oui. Donc, quiconque défendra Fugain la fête est obligé de passer par un argument que j'ai donné moi. Oui. Comment lutter contre soi-même? Je suis un type excessivement normal, c'est-à-dire, je ne suis pas un monolithe. Mon éventail d'émotions est aussi large que la plupart des gens. Et si je suis un vrai artiste, elle est un petit peu plus large parce qu'on va un peu gratter sur les bords de l'émotionnel, de cet éventail-là pour traduire, pour transmettre. Oui, mais nous, on en retient ce qu'on veut. Et en général, les médias retiennent une, deux images, rarement plus. C'est vrai que c'était cette image-là. On en parlera des médias.
Ça, c'est un sujet qui vous énerve. Mais cela dit, c'est intéressant le travail que vous avez fait, parce que vous êtes revenu, vous n'êtes pas quelqu'un de nostalgique, mais vous êtes quand même revenu sur, vous avez revisité votre passé. Sans nostalgie aucune. Sans nostalgie, et je suis bien d'accord, il n'y a aucune nostalgie qui transparaît. En revisitant amicalement un Michel Fugain qui a existé, qui est un Michel Fugain avec sa notion de troupe, de meute, de chef de troupe, de tribu, et vous dites que les plus belles années, ce ne sont pas celles du Big Bazar, comme on pourrait le penser, ce sont les années que vous avez passées, c'était à Nice, hein, quand vous avez créé cette école, l'atelier. Cette école, vous avez formé des jeunes. Et où par contagion, vous avez essayé de former des jeunes au métier d'artiste. Par contagion, c'est joli ça. Oui, bah oui. D'abord, il faut être contagieux. La passion peut être contagieuse, ça j'en suis à peu près sûr. On peut la transmettre, quoi. On peut la transmettre. Il faut trouver le vocabulaire, il faut trouver le vocabulaire d'idées aussi, hein, l'idéation, qui fait qu'on entraîne sur un chemin. Il faut montrer les rails et essayer de montrer jusqu'où elles vont et jusqu'où même on ne voit pas. On ne voit pas le bout des rails. Oui, c'est contagieux. Et puis, ce qui a été extraordinaire, c'est la vie avec 60 vampires. Ils vous ont vidé, ceux-là. Ils vous vident, mais c'est magnifique, quoi. J'ai encore en tête le souvenir de lampes qui s'allument quand ils comprennent quelque chose, quand il y a un truc qui est compris. Ça se voit, c'est visible à l'œil nu. Le visage irradie de quelque chose qui est magnifique à voir et à recevoir, parce que on dit waouh, j'ai bien bossé. Et puis cette même lampe, elle s'éteint 15 jours, 3 semaines après. On est paniqué, on se dit merde, il a oublié. Non, est en route pour autre chose, pour une autre émotion, une autre grande émotion révélatrice, quoi. Ça vous a plu. Alors, on sait que c'est vous qui avez révélé Mimi Mati à elle-même d'abord et au grand public ensuite. Elle a fait son chemin après vous, mais elle est passée par votre atelier. Ça, c'est un peu atypique, hein. Oui. Parce que le cas de Mimi était borcade, quoi. C'est très rare. Les carrières de petites personnes dans le métier, c'est en général très guidé par le regard des autres. Mais d'ailleurs, à un moment, elle a voulu en jouer et attirer, comment dire, l'intérêt des gens par rapport à son, entre guillemets, handicap ou à sa petite taille. C'est vous qui l'avez tiré vers le haut. Avec ses propres copains, oui. Et c'est vous qui l'avez obligé à lui dire tu vaux mieux que ça. Avec ta petite taille, tu es obligé d'être star ou rien. Et vous avez tiré, mais pas la scène, mais vous l'avez tiré vers le haut. Et ça vous plaît de faire décoller les gens, de les amener à être au mieux d'eux-mêmes. Ouais, tirer vers le haut, je sais pas, mais en tout cas, de prendre le raisonnement par le bon bout. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est très exceptionnel. Mimi est le personnage récurrent d'une série vedette sur une émission de télé. Personne, jamais, n'a contesté ça. Et quiconque contesterait se retrouverait assez mal. C'est extraordinaire. C'est une amie de la famille. Il faut dire aussi que Mimi est armée mentalement, de telle manière qu'elle est généreuse, quoi. Vous avez une très belle définition de l'ambition dans votre livre. Donc vous parlez de ces années d'école où vous formez ces jeunes à l'atelier à Nice. Notre but est de déclencher l'ambition. Pas la vulgaire, qui peut faire de n'importe qui un killer, la belle, celle qui pousse à être pas la vulgaire, celle qui peut faire de n'importe qui un killer, mais la belle, celle qui pousse un être à se sublimer pour lui, pour les autres, et la beauté du geste. On espère tirer vers le haut. Bien sûr. Bien sûr. Ça doit être terrible de transmettre des règles vulgaires, de transmettre des trucs, de transmettre oui, Coco, ce qu'il faut faire si tu veux plaire aux gens. Pas vrai, on n'est pas là pour ça. Passer le témoin, être, non pas enseignant, parce qu'on n'enseigne pas un artiste à être un artiste, il l'est ou il l'est pas, mais quand on aide à s'épanouir, ce qu'il faut, c'est dire, va jusqu'au bout de l'épanouissement. Et cet épanouissement ne peut exister que s'il fait ce qu'il est. On ne fait que ce qu'on est. On ne fait pas ce qui doit se faire, puisque c'est toujours un constat au présent, ce qui marche. On ne sait pas ce qui marchera. Personne ne peut le dire. Oui, bah d'ailleurs, vous avez connu quelques beaux échecs, quelques très belles réussites, quelques beaux échecs aussi. Vous pouvez en parler en connaissance de cause. Tout ne marche pas, on ne sait pas on ne peut pas prévoir.
Non seulement ça, mais je crois que vous l'avoir mis dans le bouquin, c'est je me méfie très très fort des réussites, des artistes qui sont toujours en réussite. Parce que bah, on applique une règle. C'est-à-dire, on a une espèce d'équation moyenne qui fait que, de toute façon, on plaît à tout le monde. Pas vrai, pas possible. S'il n'y a pas prise de risque. Une prise de risque entraîne forcément la possibilité d'échec. Plus la prise de risque, avant d'arriver à la réussite, quand on prend un risque, on doit passer par des gamelles. C'est parce qu'on prend des gamelles successives qu'on corrige petit à petit et qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose, d'une recherche. Et puis quand cette recherche est arrivée, ben, si le gars est fait comme je suis fait, c'est-à-dire bon ben ça va, c'est fait, passons à autre chose. Et c'est pas la peine de reproduire un schéma. Parce que là on s'ennuie. On n'avance plus, on n'apprend plus rien sur soi-même. On meurt. Moi c'est mon avis. Petite mort en tout cas artistique. Ah oui, ça c'est clair. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on vous sent très à l'aise quand même dans votre métier, vos différents métiers, parce qu'il y a diverses facettes dans ce que vous faites, mais vous n'étiez initialement pas programmé entre guillemets pour ça. Vous pensiez devenir médecin comme votre papa. Fallait bosser, c'est ça le problème. Il fallait que je sois médecin, puisqu'il y a une espèce de tradition qui veut que les fils de médecins soient médecins. Mon père le voyait comme ça. Vous aussi. Et pourtant, il n'était pas traditionnaliste, hein, je peux vraiment pas dire. Mais bon, c'était comme ça. Il me parlait de neurochirurgie, ça me plaisait bien, l'idée me plaisait bien, je me voyais déjà avec le machin, et oxygène, machin. Mais bon, j'ai été emporté par d'autres passions, par la passion du cinéma. Notamment transmise par un type formidable qui s'appelait Jean-Michel Barjol, qui était président du Ciné-Club de Grenoble, et avec lequel je vais faire un bout de chemin pendant quelques temps, quelques années, et que je rencontre encore maintenant avec un plaisir incroyable. C'est drôle parce que vous étiez plusieurs à penser faire du cinéma. Il y a Michel Sardou avec qui vous avez débuté à Paris, il y a Patrice Laffont qui est devenu animateur télé entre-temps, et finalement aucun n'était dans sa voie. Oui, mais ça c'est normal, c'est la vie, j'adore ça moi. J'adore ça, j'adore que le destin avec des guillemets, ok, nous amène à des croisées de chemin et puis d'un coup, pouf, on prend une collatérale, on s'en va, simplement parce que c'est amusant, parce que c'est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on va se réaliser là. Ce que je disais en introduction, vous avez su aussi provoquer les hasards, mais aussi saisir la balle au bond quand on vous proposait une occasion. Chanter, c'était vraiment pas à la base. Vous n'aviez pas de formation pour ça, vous n'aimiez pas forcément votre voix, et vous vous êtes dit bon, puisqu'on pose ce regard-là sur moi, allons-y. On se laissait faire. Je fais partie d'une génération. On ferme un peu notre gueule parce que c'est outrageusement pénible pour les générations d'après. Qui ont connu le chômage. Mais on n'avait pas de problème, quoi. Ouais. Jamais aucun de nous n'a douté un jour avoir un boulot. On allait tous avoir un travail, un boulot, quel que soit. Il suffisait de le trouver. Moi, ça me paraît, c'est vrai, totalement surréaliste ce que vous dites. Complètement. On avait du temps devant nous. Et pour peu qu'on ait des parents... souvent je le précise, mais il y a toute une frange de notre métier, et dans ma génération, nous étions des enfants de bourgeois ou petits bourgeois, mais des bourgeois ouverts, des bourgeois qui n'étaient pas, qui n'avaient pas d'œillères, qui ne coupaient pas les vivres. C'était un nombre très limité de gens, parce que en règle générale, dans les classes sociales qui existaient à ce moment-là, aussi bien dans les classes les plus pauvres que dans les classes les plus riches, il n'est même pas question que tu fasses ce genre de métier, sinon je te coupe les vivres. Et dans les classes inférieures, chez les prolos, ça arrive péjoratif dans ma bouche, vous le savez, c'était quoi? Tu veux chanter, tu veux faire... C'est encore un métier de saltimbanque à l'époque. Aujourd'hui, les parents poussent leurs enfants à faire des émissions de télé pour devenir chanteurs. Il y avait une recherche de la liberté, oui. Il y avait une démarche un peu libertaire, oui. Vous avez une devise que j'aime bien, que vous nous livrez, qui est « Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux qu'ils ont raison ».
Ah ben ça, vous savez, elle n'a jamais été contredite, celle-là. Mais vous l'avez trouvé tard, d'ailleurs, cette devise. Elle est récente, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps, oui. C'est un peu empirique. Hein, comme, mais à quel moment, justement, elle s'est avérée? Quel est l'événement dans votre vie qui a fait c'est une suite d'événements. C'est avoir 66 ans maintenant, où je l'ai trouvé un peu avant, d'ailleurs. Mais c'est des années où je suis très intéressé par la politique de mon pays, ou par la politique en général. Je suis très intéressé par l'évolution de notre société depuis tout le temps, et je suis très intéressé par les mouvements de masse, les votes en masse, et pourtant il y a des erreurs qui sont faites, des coups de balancier, et c'est pas parce que le plus grand nombre aime quelque chose que c'est synonyme de qualité. Qu'il a raison, puisque le plus grand nombre est capable de brûler ses idoles très très facilement. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que la politique et vos idées politiques traversent tout le livre. Et à un moment, vous faites un bilan. Alors là, on n'est pas sur la politique, on est plutôt sur votre domaine à vous, qui est le domaine artistique, où vous dites, c'est vraiment tout à la fin du livre, ça faisait 38 ans que j'avais choisi de faire de la chanson mon métier, 36 que je chantais pendant toutes ces années. J'avais vu, comme tous ceux de ma génération, évoluer notre société, les mentalités, les comportements, les technologies, et je gardais de tout ce que tous s'accordent à appeler des avancées, l'impression désagréable d'un fourvoiement général. On a perdu de la folie en route sans rien gagner d'autre que du stéréotypé, du normalisé, du formaté, du prêt à consommer. C'est toujours, le livre est récent, c'est toujours évidemment votre opinion. Fourvoiement général. Bien sûr, parce que vous avez l'impression que ça n'est pas ça. D'ailleurs, vous travaillez dans le domaine de la télévision, vous savez comment ça marche, vous savez quels sont les critères. Pour nous, c'est pareil, c'est-à dire qu'un jour, les marketeurs ont remplacé l'artistique, c'est vrai au cinéma, sans que les artistes, d'ailleurs, souvent prennent le contre-pied. Ne réagissent vraiment, quoi. Ne réagissent vraiment. Ce qui est le plus interpellant, en fait, c'est que les jeunes artistes ne ruent pas dans les brancards, au contraire, ils prennent les lois du moule et ils font avec. Peut-être que parce qu'on n'a pas la liberté que vous évoquiez il y a quelques minutes aussi. Cette liberté de se dire, de toute façon, j'aurai du boulot, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a trop de monde et que le plus grand nombre n'étant pas fait pour ça, ils prennent les règles qu'on leur donne, ils font avec, et ils essaient de faire leur petit commerce, ils deviennent plutôt des vendeurs de cravates. Et alors que s'il y avait moins de monde, et ce qui oblige souvent les autres, les vrais, les authentiques, à suivre les règles parce qu'ils sont noyés dans... Ils sont noyés, le vin qu'ils représentent est noyé dans l'eau. Alors vous êtes bien content de ne pas débuter aujourd'hui en tout cas. Il serait même pas question une seconde que je débute. Mais en même temps vous recommencez finalement sans cesse. Est-ce que vous êtes toujours avec un nouveau projet? Vous m'avez parlé quand on a préparé l'émission d'un animal qui tient une place importante aujourd'hui dans votre vie. Il s'agit d'un coq qui s'appelle Chanteclair. Oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi d'un seul coup Chanteclair, qui est à la base une pièce qui date du début du XXe siècle d'Edmond Rostand, pourquoi Chanteclair d'un seul coup a pris une importance démesurée dans votre vie? Très simple, c'est un concours de circonstances. J'étais dans spectacle à Paris. Une amie de la compagnie, qui s'appelait Lisa Viette, vient me voir. Elle me trouve bon, elle me trouve bien sur scène. Et elle dit, Michel, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Elle est comédienne. Elle est dans le théâtre et elle voulait faire quelque chose avec un mec qui, j'en n'en suis pas mécontent, est aussi comédiante sur une scène. Et je lui dis, écoute Lisa, quand tu veux, si tu veux, pas de problème, je suis à l'écoute. Elle revient une semaine après avec une liste et dedans il y avait Chanteclair. Chanteclair, pour moi, c'est un texte qu'on avait étudié en première, un texte de Rostand, magnifique, une pièce de Rostand, il n'en a pas écrit beaucoup, hein, c'est une pièce en alexandrin. Je sais que c'est un coq qui, à un certain moment, dit, et c'est la seule phrase que j'avais retenue, soleil au toit sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Parce que, même en première, ça m'a paru être une évidence, quoi. Et Chanteclair, c'est un coq. C'est un coq. Oui, c'est un coq qui a un secret. Oui, il est persuadé qu'il fait lever le soleil. Et voilà. C'est un créateur. C'est n'importe quel
artiste, n'importe quel créateur a l'impression qu'il fait lever le soleil. Et ce qui vous a plu finalement, c'est que Chanteclair est très actualité. Alors il y a toute une basse-cour avec Chanteclair, il n'est pas tout seul. Il y a la basse-cour, c'est une basse-cour, il y a le pont et la pintade, il y a un chien qui s'appelle Patou, il y a un merle qui s'appelle le merle, il y a, je vous ai parlé du pan, du dindon, c'est-à-dire ils sont tous là. Et puis il y a une faisane qui arrive pour se cacher d'un chasseur et qui vient, et cette faisane en 1910, d'accord, puisque la pièce va avoir 100 ans en 2010, cette faisane est habillée dans le costume d'un mâle. Ça voulait dire quelque chose à l'époque. C'est-à-dire que c'était une femme, elle était forte, elle se laissait pas faire, elle ne s'en laissait pas compter, selon l'expression consacrée. Et elle arrive avec les parures de l'homme, du faisan, qui sont... Les plumes du faisan, vous le savez, sont nettement plus jolies que les plumes de la faisane. La poule faisane est très quelconque, alors que le faisan a des attributs magnifiques, des plumes vertes derrière. Tout en séduction. Tout dans la séduction. Et elle arrive et elle se retrouve, elle est planquée. Alors elle se planque au départ, elle fait le faisan, et puis ce coup, la supercherie ne tient pas, et découvre... Chanteclair tomberait d'amoureux tout de suite, parce qu'il a une tendance à tomber un peu amoureux facilement de tout ce qui est un peu volaille féminine. Et Vous faites très bien. Je fais très bien le coq. Et puis elle découvre, tout le monde parle du secret de Chanteclair. Et elle y croit pas une seconde, puisqu'elle vient d'ailleurs. Elle sait très bien que Chanteclair n'est pas celui qui fait lever le soleil. Oui. Et Chanteclair lui donne la preuve de sa passion et de sa foi. Il lui montre, et elle est là, elle le regarde. Elle dit, mais il est magnifique. Il est magnifique comme toute espèce d'acteur ou de créateur qui croit très fort dans son sujet. Ça va jusqu'à l'émotion et les larmes, quoi. C'est-à-dire... Waouh! Bon, alors, elle dit pas waouh parce que c'est Edmond Rostand quand même. mais le langage est assez moderne quand même. Mais en tout cas, le propos est tellement transposable facilement, puisque c'est une satire à peine cachée du monde littéraire, artistique du début du siècle dernier. Et les hommes n'ayant pas changé tant que ça, c'est transposable, il suffit de mettre des noms différents sur les pubs. La pintade, il y a des pintades à Paris en ce moment, dans le show business et dans la télévision. Ne regardez pas comme ça. Non, pas vous. Bon. Fou ça quand même. Mais tout ça est transposable et... En comédie musicale, donc vous... Oh, sûrement pas. Non, en théâtre? Non, j'appelle ça la musicale de Chanteclair, c'est-à-dire que le texte reste bien sûr le texte d'Edmond Rostand. On a simplement écourté, c'est Lisa Viette et Hubert Thébault qui sont les adaptateurs de cette pièce, de la pièce, qui ont écourté en gommant un petit peu le côté un peu complaisant d'Edmond Rostand qui allait beaucoup dans le jeu de mots, et donc tout ça est gommé, il reste bien sûr l'essentiel, le texte est d'une beauté incroyable. Et tout ça, c'est pour 2010 et vous préparez déjà maintenant? Oui, c'est pour 2010, il faut préparer maintenant, oui. Bon, on a eu le rendez-vous hier. Ah oui, effectivement. Qui s'est excessivement bien passé. Bon, on vous souhaite quoi alors pour cette réalisation? Beaucoup Simplement, de succès? souhaitons... Non, ne me souhaitez rien, parce que moi je suis en plein dedans, je suis chaud bouillant sur ce coup-là. Souhaitons-le à notre peuple, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pièce qui est magnifique, qui est rendue accessible encore plus avec un peu de musique. J'en ai la preuve, puisque c'est le premier feedback que j'ai. Ça donne une fluidité et on va être tous un tout petit peu plus intelligents à la fin. Donc, Et un petit bout de Chanteclair, là, vous l'avez un peu en tête ou pas? Non, si on m'apportait... Ah, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Bon, c'est dommage, j'aurais dû l'amener, mais non, mais c'est... On viendra vous voir, en tournée, sur scène. Non, c'est pour la télévision. C'est pour la télévision, mais décidément. D'accord.
donc ce sera encore plus facile de venir vous voir, vous voyez. C'est pour la télévision, non, aucune envie de monter ça sur scène, en tout cas de créer le truc sur scène, non. On sent en tout cas que les projets, quand vous en parlez, vous vous animez complètement, que ça vous fait vivre encore, que vous n'êtes pas du tout blasé de votre métier. C'est encore complètement en vous, 100% en vous, et même 200%. Parler de contagion si vous tout à des gens l'heure. blasés par nos métiers, vous faites... Oui. Oui, alors, ne oui. me les présentez jamais, oui. je pense que je pourrais être violent. D'accord. On va parler de quelque chose qui va vous calmer. On va parler de vos racines en Isère. Ah oui. Et ça vous plaît. Vous êtes J'aime bien les racines en général. Vous êtes d'Isère, de Voreppe, très exactement. C'est quoi, une petite ville, on va dire? Petite ville, on va pas dire un village. Je suis grenoblois de naissance, je suis né pendant la guerre à Grenoble. Mon père a fait une guerre un tout petit peu copieuse. Papa, résistant, communiste. Très fort, résistant, gros. Un médecin qui oubliait de se faire payer la plupart du temps. Et son premier poste, sa première installation, c'est Voreppe. Voilà, il est arrivé à Voreppe. La figure de votre papa est d'ailleurs celle qui domine. On voit beaucoup vos grands-parents, dont Joseph et Marie, ça ne s'invente pas, grands-parents de La Rochette. Enfin, vos grands-parents des deux côtés, il y a votre maman qui est très présente aussi, mais la figure du père dans votre livre est omniprésente. Oui, et c'est pas la statue du commandeur. Hein. Non. C'est effectivement, et je le dis d'ailleurs, c'est mon meilleur ami. Mon père était une référence. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai fait toujours en pensant à son regard. C'est drôle parce que vous dites votre meilleur ami, moi je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve qu'il a une vraie figure de père. Parce qu'un meilleur ami, c'est pas toujours forcément de bons conseils, etc. Il a une vraie figure de père qui va aussi bien vous offrir une voiture que quand même vous accueillir dans des fois vos projets un peu fous, vous guider parfois. Bon, d'accord. Alors le père idéal, quoi. Et le père idéal... Qu'on ne veut pas tuer, ça c'est sûr. Oh, sûrement pas. Je l'ai jamais tué. J'ai jamais tué le père. J'ai jamais vraiment compris l'expression même. Je sais pas à quoi ça correspond. J'ai dû mettre, putain, j'ai bien fait de pas tuer le père. Oui, vous dites ça juste après que vous avez offert une voiture, c'est normal. Oui, j'ai bien fait de pas tuer le père. Qu'est-ce qu'ils vous ont légué comme valeur, vos parents? Honnêteté, franchise, générosité. Excessivement généreux, mon père. Le goût de la vie avec les autres. Oui, la vie en meute, dont on a tellement parlé au moment du Big Bazar. Vie avec les autres, c'est-à-dire être complètement impliqué dans la société. Concerné par les autres aussi. Concerné par tout ce qui se passe, concerné par le pire et le meilleur. Bien sûr, mais aussi le pire. C'est-à-dire qu'il y a des positions à prendre, qu'il prend encore à 89 ans, et il est encore une référence à Grenoble. Je trouve ça magnifique. C'est beaucoup d'émotions quand je parle de lui, mais c'est un plaisir, quoi. Ça a été un plaisir, et je dis volontiers qu'il n'a pas été un père éducateur, il ne m'a jamais éduqué, il m'a pas élevé, quoi. Je l'ai volé, j'ai volé tout. J'ai volé parce qu'il était agréable à voler, parce qu'il avait une humeur qui était bien, il avait une intelligence qui m'allait bien, une façon de ruer dans les brancards en général qui faisait que je pouvais être qu'un cheval fougueux, quoi. Il vous a, là encore une fois de plus, éduqué par contagion finalement, sans grand principe, mais par l'exemple. Je pense, oui. Oui, je peux dire ça, c'est contagieux, oui. Il ressemblait à quoi le petit Michel Fugain à 7 ans? Un môme heureux, tout à fait heureux, sans problème, fils du médecin du village, donc ça installe un petit peu son bonhomme. Ça installe un peu, bon à l'école, mais surtout plein de copains. Non, désastreux. C'est juste pour vous l'entendre dire. Non, désastre, j'étais un désastre à l'école. J'ai vécu ça comme un pinsomme absolu. J'ai passé ma vie à regarder dehors en pensant qu'il y avait des gens qui étaient dans la rue, qui étaient libres. Comme un prisonnier. Et ça a duré 11 ans au lycée Champollion. Je suis resté 11 ans, pas si vous l'imaginez. Oui, vous assimilez plus à une prison qu'à un lycée. Oui, parce qu'il y avait des barreaux. Ouais, il y avait des barreaux. Les barreaux sont tombés en 68. Et vous lui diriez quoi à ce petit bonhomme de 7-8 ans, si vous le croisiez dans la rue? Ah bon, quand même? Change rien. Non, à cette époque-là, je lui disais, change rien, bonhomme. Non. J'ai pas grand-chose à me reprocher. Hein. Je suis pas... Je me regarde pas le nombril, mais à partir du moment où j'ai l'impression que j'ai pas raté mes aiguillages,
Ça veut dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Qu'est-ce que je pourrais regretter? De ne pas avoir suivi les cours de Mademoiselle Gratier plus assidûment, Mademoiselle Gratier étant mon professeur de piano. Vous êtes rattrapé par la suite, c'est pas très grave. Oui, mais je suis pas instrumentiste. Oui. Je suis pas instrumentiste. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes un bon mélodiste aussi. Yes! Vous voyez? Hein? C'est exactement ça. C'est parce que je ne suis pas instrumentiste que je suis un bon mélodiste. Il faut toujours faire une force d'une faiblesse. Absolument. Alors, vous savez, oui, vous le savez certainement, je ne vais rien vous apprendre, mais tant pis, je vous le dis quand même. Vorep, votre petit village en Isère, il est sur la route de deux monastères. L'un, c'est la Grande Chartreuse. Et l'autre, c'est le monastère des Dominicaines de Chalais. C'est vrai, exact. Et est-ce que... Je ne sais pas si on passe par Vorep pour aller à Chalais. Oui, on monte les Palaches. Alors, avec autant de prières et de ferveur catholique autour de vous, ça ne nous a pas un tout petit peu imprégné? Je sais que la réponse est non. Mais... Non, j'en ai jamais éprouvé le besoin, mais qu'est-ce que vous dites que c'est un besoin? Je pense que c'est parce que c'est un besoin, oui. Ah oui. Enfin, qu'on discute, hein, vous et moi. Oui, je pense que c'est un besoin. À partir du moment où on s'explique l'histoire autrement, je pourrais, si on avait du temps, je vous parlerai de mon scénario à moi, le scénario que j'ai entendu, que j'ai lu, et qui part du Big Bang. Il me va excessivement bien, je le trouve. Mais alors, d'une richesse invraisemblable. Moi, le scénario qui fait qu'il y a un moment dans l'eau qui recouvre la planète, qu'il y a une première cellule qui se met à bouger. Et c'est la première cellule qui va donner la vie à tout ce qui va suivre. Je trouve ça extraordinaire. En tout cas, vous n'avez reçu aucune éducation religieuse, quelle qu'elle soit. Aucune, et c'est pas même pas pour ne pas avoir fréquenté des gens religieux et des sœurs et des moines, puisque il y avait un séminaire à Vorep qui tenait de la place, hein, d'abord parce que c'est un gros séminaire, et que mon père, finalement, le gaucho, le communiste, le médecin communiste, était le médecin du séminaire, le médecin officiel du séminaire, contre un médecin catho qui était un mauvais médecin et un sale con en plus. Mais il faut appeler les choses par les gens par leur nom. Oui, tout à fait. Et les sœurs, je l'ai mis dans le bouquin parce que je trouve ça extraordinaire, les sœurs appelaient mon père le bon docteur Fugain. Vous savez, je pense que lorsqu'on est un honnête homme, lorsque on respecte l'autre, la finalité est la même, qu'on ait un dogme ou pas de dogme, qu'on ait une religion ou pas de religion. Oui, Dieu reconnaîtra les siens. On se retrouve en gros, dans les mêmes épreuves et de la même manière face aux difficultés. Et face aux épreuves à affronter, en tout cas. De la même manière, c'est-à-dire au coude à coude. Et je l'ai vu, je dis pas 100 fois, mais une bonne dizaine de fois. C'est-à-dire où on est ensemble, luttant pour la même chose, contre les mêmes choses, avec qu'il y ait des gens... Chacun sa couleur, quoi. Avec chacun sa couleur, mais la même conception de la vie. Et en même temps, vous le précisez très bien à la fin du livre, au moment où Laurette partait, au moment où elle est partie, dans cette chambre de l'hôpital Saint-Louis, vous auriez voulu à ce moment-là avoir une croyance quelle qu'elle soit, vous dites envier les gens qui ont une croyance en un au-delà. Oui, pendant 5 minutes. Ah, pardon, d'accord. Non, pendant 5 minutes, j'envie, c'est-à-dire que vous éprouvez une telle douleur que... N'importe quoi qui peut la soulager, c'est ça? Qui peut vous soulager. Qui peut vous soulager, c'est-à-dire de dire, c'est soulageant de dire, ah ça y est, elle est là-haut, et oui, elle est là-haut. Je pense que ça aide. Et chaque fois que je dis là-haut, c'est où là-haut? Ça me parle pas beaucoup là-haut. Et à ça, je dis bien, ça dure 5 minutes parce que ma raison en tout cas, reprend le dessus en disant, bon,
Quand dans le monde animal, un animal n'est pas taillé pour aller plus loin, il meurt, d'accord? Mais moi, je pose en principe que je suis un animal. Je suis un mammifère. Et je n'envie pas les gens qui pensent qu'ils ne sont pas animaux, qui sont pas animaux. Je les envie pas du tout. Comme vous dites, vous avez voulu déposer les cendres de votre fille au pied d'un olivier pour qu'il y ait de la vie quand même. Et vous le dites très bien, à un moment, on est obligé de se raccrocher au symbole. C'est de la symbolique pure, c'est de la symbolique pure. Et d'ailleurs, quand je vais mourir, déjà les ordres sont passés, c'est on va recreuser derrière cet olivier et on va mettre mes cendres avec celles de ma fille. Parce que quelque part, il y a besoin de transcendance quand même. Même si elle ne s'exprime pas dans une religiosité, il y a besoin quand même de trouver une continuité, même si c'est dans un olivier. Mais vous appelez ça la transcendance, moi j'appelle ça simplement l'émotion, l'irrationnel. Oui, mon irrationnel, il fonctionne aussi bien, sinon mieux que celui qui a déjà une réponse à son irrationnel. J'ai pas de réponse, moi. Ou la seule réponse que je peux me faire, c'est quand ça se termine, moi ça se termine. Alors bon, vous prenez mes cendres, vous les mettez dans le trou avec ma fille. Ça va pas plus loin que ça, ok? C'est de la symbolique encore. Mais ça m'oblige à ne pas rater ma vie. Moi, j'ai pas de rattrapage. C'est quoi réussir sa vie pour Michel Fugain alors? C'est elle soit pleine, qu'on ait été en phase avec la vie, la vie qui nous a entourés, avec les autres. Quand je vous dis j'ai une conscience de mon animalité, je suis conscient qu'on est une meute. Moi, même mon rôle d'artiste, je l'explique par l'animalité. Dans une meute ou dans une fourmilière. Hein, mais parlez-moi d'humanité plutôt qu'animalité. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est tout humain. L'humanité ne commence qu'après l'animalité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'humanité ne commence qu'après. Et c'est pour ça que c'est une création magnifique. L'humanité ne commence que lorsque notre cerveau se détache du monde animal moyen et qu'on devient le prédateur le plus grand prédateur de la Terre. C'est-à-dire que d'un seul coup on s'invente. Et on s'invente, pour moi, excusez-moi, mais qui suis un observateur des religions, je suis un observateur des religions. Je trouve extraordinaire que l'homme a inventé Dieu, quoi. Il a inventé un nombre de dieux incalculable. C'est ce que vous dites, parce qu'il se trouve qu'en Corse, vous habitez près d'un couvent de la communauté Saint-Jean, donc vous connaissez le Père supérieur, hein, je crois. Pomme, le Père Olivier Marie. C'est ce que vous avez des discussions, j'imagine, avec lui sur ça. Oui, mais alors, elles vont jamais. À quoi ça ressemble, vos discussions? Elles vont jamais loin, car lui s'arrête. Lui s'arrête. Ça veut dire quoi? Il veut pas. Lui respect, il ne va pas plus loin dans sa réflexion. Il arrête. Je préfère discuter avec Yves Coppens ou Hubert Reeves, car ce sont des hommes de foi. D'accord. La foi n'est pas loin. Chez Hubert Reeves, en tout cas, elle n'est pas loin. Chez Yves Coppens, elle est très loin, hein, pour l'avoir reçu ici. Non, Hubert Reeves, elle n'est pas loin, d'accord. Mais ça s'élargit, la déité, il la place loin derrière le Big Bang déjà. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a appuyé sur un bouton, il a fait quoi? Il a mis une allumette, il a fait quoi? Tout le reste, c'est cosmique. Alors là, ma foi dans l'univers cosmique, alors là, elle est immense. Que je reçoive des influences d'un alignement de planètes, ça, je suis à peu près sûr que oui. On est invisible. À 500 mètres, on ne nous voit plus, d'accord? On ne nous voit plus. On n'existe plus. On voit. Il n'y a que ce qu'on voit qui existe. C'est donc ça. Non, c'est pas du tout ça. À 500 mètres, on ne nous voit plus. C'est-à-dire que sur notre planète, en gros, on est. Souvent, on n'est rien, quoi. On est peu de choses. Alors, je pense même, et je ne fais pas de prosélytisme, je pense même que notre orgueil et notre présomption va jusqu'à penser qu'on abîme et qu'on pollue la planète.
Et vous savez, Michel, on est peut-être peu de choses, mais moi, j'ai tendance à penser que ce peu de choses, c'est déjà beaucoup. Et il y a une phrase qui m'a fait hurler dans votre livre, et je m'en excuse, mais je vais vous la citer, et j'espère que je ne vais pas... Me froisser, impossible. Vous offenser. Non. En parlant de Laurette, vous dites... Où est-ce que c'est vous dites quel gâchis. Elle est donc décédée à 22 ans. Sa vie n'aura servi à rien. Enfin, il y a une phrase comme ça, je ne la retrouve plus. Et moi, ça m'a fait hurler parce que 22 ans de vie, elle n'a pas servi à rien. Ça a été une vie où elle a diffusé de l'amour, où elle a reçu de l'amour, où elle a fait votre bonheur pendant 22 ans. Et j'ai pas compris cette phrase. J'ai pas compris. C'est du gaspillage, c'est du gaspillage. Mais, ah ben ça, on est d'accord. Mais sa vie a été féconde. Elle a déjà été féconde à 22 ans. Au moment où j'écris ça, tout le passage de Laurette, je fais pas de pathos, hein, je vous dis simplement, je vous raconte des faits. Tout le passage de Laurette, je le relisais tous les soirs, avec mon t-shirt, je m'essuyais les yeux, quoi. Oh ben, j'imagine. D'accord ? Je suis resté dans la réaction normale et immédiate. Oui, à ce moment-là, oui, je dis, quel gâchis. Quel gâchis. Elle était intelligente, elle était jolie, elle était douée pour plein de trucs. Quand bien même elle était handicapée, moche, etc., c'était une vie. Ok. Où ça n'a pas servi à rien, c'est pas votre argumentation qui m'y amène. Parce que celle-là, elle est encore, pour moi, elle est encore dirigée. Où elle n'a pas servi à rien, c'est qu'immédiatement derrière, sa mère fait une association et c'est une idée qui se poursuit et qui sert aux autres. Une association dans laquelle vous n'avez pas... Évidemment, vous avez apporté votre aide, j'imagine, mais ça n'a pas été votre manière à vous de passer à l'étape d'après. Ah non, non. La douleur, finalement, elle est très personnelle. Oui, non, non. D'abord parce que, pour des raisons strictement professionnelles, on en a beaucoup parlé avec Steph, il n'était pas question de faire l'amalgame. C'est-à-dire que les autres fassent l'amalgame. Il y a des langues de pute, des langues de vipère dans notre métier, vous le savez. Donc, les mecs qui allaient immédiatement plomber en disant « d'accord ». Donc, on ne voulait pas faire l'amalgame. À partir du moment où j'ai pas ce combat-là à mener, je fais ce qu'un père doit faire, ce qu'un père qui aime encore et qui aimait à ce moment-là sa fille qui a disparu, fait, il meurt avec. J'ai mouru pendant 3 ans. Mais est-ce que la douleur apprend quelque chose? Hier soir, j'ai regardé un film avec Dujardin, et la dernière phrase, parce qu'il mène une enquête... Jean Dujardin? Jean Dujardin, oui. Il mène une enquête parce que sa fille a été violée, tuée. Et puis il arrive à se débarrasser du mec qui a fait ça. Et à la fin, là, il y a un de ses collègues qui fait « Mais si tu penses que ça va t'aider à vivre... » Et il répond « Vivre? Mais je suis mort il y a 3 ans. Je suis mort il y a 6. Alors on reste pas mort, c'est clair. C'est pour ça, mon étonnement du début, il vient de ça, c'est comment de mort, on peut passer à hyper vivant. Survivant d'abord, et hyper vivant ensuite. Non, survivre, ça veut dire qu'on ne prend pas la mort le mot mort au pied de la lettre. Mais ça veut dire oui, il y a une espèce de mort qui est là. Et il y a une partie qui meurt, il y a une partie de mon cœur j'ai jamais fait d'infarct, je touche du bois, j'ai pas envie, mais il y a une partie de mon cœur qui est mort, normal. Mais est-ce que ça a ensemencé autre chose? Est-ce qu'on apprend envie de transmettre la vie, oui. De la douleur, oui. Ah ouais. Je vous disais, je fais pas de prosélytisme sur quelque idée que ce soit, mais alors sur celle de la vie, alors ça c'est clair. Tous les soirs dans mon spectacle, je dis vive la vie, bordel. Et j'ai tous les soirs des gens qui font oui. Qu'est-ce que vous dites à Alexis, le petit frère de Marie et Laurette, pour l'aider à vivre aujourd'hui, pour l'aider à grandir pour l'instant, je l'aide à survivre, parce que lui, il a eu un contre-coup assez tardif. Oui, sur le coup, il ne s'est pas beaucoup manifesté. Il a morflé. Comme notre cellule familiale a explosé, il y a un moment où c'était trop. Et il a été très mal, mais il s'en sort là. Il s'en sort parce qu'on est là, parce que je pense que
Ouais, c'est avec de l'amour, avec le fait que on lui a aussi laissé la bride sur le cou pour se sortir de tout ça à son rythme. Je l'avais il y a une demi-heure au téléphone ou une heure, et je sais qu'il va bien. Je sais qu'il va bien et qu'il va s'en sortir et qu'on a des belles choses à faire. J'imagine que les gens qui vous aiment, d'abord comme artiste et qui après ont découvert votre souffrance, viennent facilement vous parler de leur souffrance à eux. Oui, bien sûr. Forcément, d'un seul coup, l'image a changé, le regard des gens a changé sur vous et tous ces gens qui viennent vous voir à vos concerts. C'est une confraternité supplémentaire. Oui. Ouais. Et vous prenez le temps, c'est pas un peu lourd de devoir aussi porter la douleur des autres qui viennent vous voir? Non, c'est pas lourd, c'est... j'ai la même écoute que n'importe quel curé ou n'importe quel curé de paroisse. D'ailleurs, je crois que mon père ne me démentirait pas. Un médecin généraliste, car mon père était médecin généraliste. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un curé de paroisse, quoi. Les sacrements en moins. Hein, les sacrements en moins, oui, mais bon. Le diagnostic en plus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a quand même, on sent bien qu'il y a une désaffection des gens pour le sacrement. Ils regardent ça avec, non pas avec suspicion, mais bon, ils remettent un peu à leur place la vie moderne. La vie moderne est très difficile pour une religion dans laquelle il y a des sacrements, alors que chez Darty, il y a mes machins, chez Carrefour, il y a le panier, d'accord? Vous comprenez de quoi je veux parler, hein? On est dans l'ère vulgaire, faut être clair. Et cette ère vulgaire, elle a été créée par les marchands, d'accord? C'est une ère créée par les marchands parce qu'ils veulent vendre. Et le maximum du même produit au maximum de gens. Mais est-ce que justement la spiritualité n'est pas là pour donner des repères inamovibles et des choses qui ne passent pas et peut-être plus ancrées, plus profondes? Je suppose que M. Darty et M. Carrefour versent des larmes de crocodile en entendant ça. Si vous parliez de Pascal qui disait ni pute ni dupe. Pascal Légitimus qui est un ami commun. Oui. Dont la devise est ni pute ni dupe. Ni dupe, d'accord, ok. On va pas se raconter de salade. On est dans une ère vulgaire, dans l'ère vulgaire, après la quaternaire. C'est tout ce qu'on a gagné. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on est dedans. Et jusque-là, personne semble véritablement avoir envie d'en sortir. Personne semble véritablement avoir d'en sortir. Donc ça va durer un bon moment. Bah, tant pis pour nous. Le début de nos vies aura été plus agréable que les fins. Et non pas parce qu'on est dans la misère et machin. C'est parce que c'est le cimetière de tous les idéaux, quoi. Ça s'arrête dans les bacs des marchands et dans les bacs des supermarchés. Et pour lutter contre ça, vous, personnellement, pour votre vie, vous faites quoi? Le spectacle. C'est le seul, tout compte fait, c'est les seuls endroits, les seuls lieux où on est encore... C'est encore des points chauds, on partage encore des choses, mis à part le fait qu'effectivement il faut payer sa place. J'allais le dire. Oui, bon, ouais. Il y a quand même un côté marchand. Vous êtes nettement marqué par l'ère vulgaire. C'est pas grave, je ne réagis pas, je ne dis rien. Non, c'était pas méchant. Mais bah oui, il faut bien qu'on vive. On n'est pas payé par l'État, donc on n'est pas des fonctionnaires. Hein. C'est-à-dire que il y a dans un endroit, à un même moment de la journée, il y a un certain nombre de gens qui sont là et on partage. Dans religion, on dit on communie, d'accord? C'est-à-dire on se bat à peu près pour le même genre de choses. On ne prend pas l'irrationnel par le même bout, c'est tout. Alors, puisqu'on est quand même dans une ère marchande, je voudrais quand même montrer c'est vous qui l'avez demandé, ce dernier album. Bravo et merci. Non mais c'est une très jolie initiative. C'est une très jolie initiative. Vous avez été écrire une lettre, une magnifique lettre à vos confrères et consoeurs chanteurs. Ça c'était quand j'étais mort. Chanteuses, du temps où vous étiez mort. En leur disant tout l'amour que vous aviez pour eux. Comment ils avaient forgé aussi votre identité de chanteur à vous, et en leur demandant de se rallier à un projet de disque, de vous donner des paroles,
vous les créer parfois exprès sur des musiques que vous avez composées? C'était une hypothèse. Si j'avais un disque à faire, j'aimerais que ce soit un disque en hommage à vous. Un dernier disque à faire, voilà, et c'est un hommage, et ils sont nombreux à avoir répondu, ça va de Charles Aznavour à Yves Duteil, il y a sûrement d'autres noms que vous avez envie de citer. Oui, Françoise Hardy, il y a les deux filles, Françoise Hardy, Véronique Sanson. À répondre. Puis les garçons, ça va de Charles Aznavour en passant par Nougaro, en passant par Alain Leprest, que j'adore, qui est un auteur absolument sublime, Maxime Le Forestier, Gérard Manset. Maxime, Gérard Manset, j'ai dit c'était à l'eau, Yves Duteil, vous l'avez dit. Et c'est un très bel album finalement, parce que c'est un album de, pas de copains je dirais, mais de confrères et de consoeurs qui se sont unis sur ce projet. C'est de l'affect. Voilà, c'est de l'affect, et enfin moi je le conseille vraiment parce que c'est loin d'être triste. Alors vraiment pas. Et même quand il y avait des paroles des fois un peu tristes, vous êtes allé nous coller des musiques très rythmées et avec des phrasés tels qu'on connaît le vôtre, hein, et qui collent parfaitement. Enfin vraiment c'est un bel album. Je voudrais vous remercier. Michel Fugain, d'être venu dans cette émission. Vous m'en voulez pas un peu plus. De quoi? Je sais pas. Vous en voulez de quoi? Je sais pas, j'ai senti que vous tiriez la gueule un peu. Moi? Oh, jamais. Non. Attendez, je vous lance des pics, c'est normal que vous réagissiez. Non, ça me plaît, c'est vivant, justement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? On a encore une petite minute et demie pour se parler. 50 ans de vie? Bon, ça c'est possible. D'accord, ok, bah, je suis preneur. Vous en faites quoi de ces 50 années? Il y a de la musique à faire, il y a des spectacles à monter, il y a des témoins à passer. Sautez-moi de l'énergie. J'en ai plein. Oui, ce que je veux dire, j'ai pas franchement l'impression que vous en manquiez. Non, mais parce que vous n'êtes plus mouru. Moi, partant de ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on est des morceaux de soleil. Et parce qu'il y a un moment où cette terre, cette boule, c'était du feu. Puis elle s'est éteinte. On est dans un charbon qui était ardent, et puis il se refroidit. Eh ben, on est des petits morceaux de ce charbon-là. Et que simplement vieillir, c'est simplement avoir les petits bouts d'étoiles que nous sommes. C'est à l'intérieur. Vous savez, les tisons, quand vous les coupez, c'est à l'intérieur qu'il y a le rouge. Et puis que quand ça s'arrête, c'est que le tison est... Moi, j'aime le voir comme ça. J'aime savoir qu'on est des créations cosmiques, quoi. Et, il y a quelque chose de très ardent, comme les tisons. En vous, justement, on sent cette ardeur. Elle est belle, cette ardeur. Tchallah. Merci beaucoup, Michel Fugain. Au revoir.